Bonjour Albert Uderzo. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous ici parce que voici l'intégrale Uderzo. 10 années de travail, 10 années de sueur, 1941-1951. C'est deux fous de vous, Philippe Cauvin et Alain Duchesne, qui publient le début d'une intégrale de dessin. Ça nous ramène à une époque incroyable. Ça nous ramène à très loin surtout. Très loin. Quand ces deux garçons sont venus me trouver en me disant leur intention, je leur ai dit mais vous êtes complètement fous. D'ailleurs, je les appelle mes fans fous. Parce que il faut être fan bien sûr, mais il faut être fou pour réaliser ce qu'ils ont fait. Ils ont retrouvé des choses qui étaient impossibles de retrouver. Et oui, parce que le premier dessin que j'ai réussi à faire placer dans un petit fascicule en 1941, c'est pas d'hier, j'avais 14 ans. Et pour retrouver un truc comme ça, faut se lever de bonne heure. Puis ensuite, il y a eu tout le reste qui... Moi, je me souviens même plus d'avoir fait ça. Alors, quand il me montrait, il me disait, c'est vous qui avez fait ça? Oui, je sais pas. Comme en général, je signais mes dessins, donc forcément, j'étais obligé de le reconnaître, mais j'avais complètement oublié ça. C'est les débuts d'un grand dessinateur, du dessinateur d'Astérix, bien sûr, mais de tant d'autres personnages. Et puis, on va évidemment se raconter dans ce premier volume d'où vous venez, Albert Uderzo. Oui, mes origines, et puis... L'Italie, d'abord. Oui, que je n'ai pas bien connue. Moi, l'Italie, je l'ai connue quand j'ai eu 20 ans. Parce qu'avec des copains d'origine italienne, on a voulu voir un peu ce qu'était ce pays, ce beau pays. Oui. Là, on voit vos parents en photo, là. Ah, mes c'est parents, Silvio. Oui, ils arrivaient de là-bas, oui. Et évidemment, des parents très importants pour vous. Comme sont toujours tous les parents, mais mon père avait cette faculté de ne pas comprendre du tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire que pour lui, c'était un métier de crève-la-faim. Il me voyait surtout à l'image qu'on pouvait avoir des peintres à l'époque, dans une soupente et attrapant la tuberculose parce qu'on n'arrivait pas à bien vivre. Il me voyait comme ça. Et donc, il a essayé de me convaincre de ne pas rentrer dans ce métier. J'ai eu beaucoup de mal pour faire en sorte qu'il arrive à savoir que ça pouvait exister. Oui, on vous voit là tout petit, là. Et oui. Déjà, le goût du dessin est arrivé très vite. Non, là, à cet âge-là, non, je pense pas. Mais à cet âge-là, vous étiez déjà daltonien, c'est-à-dire vous confondiez les couleurs? Là, peut-être pas, parce qu'on ne pouvait pas le savoir. Non, j'ai appris que j'étais daltonien, je devais avoir 5 ans. La maîtresse d'école, nous étions donc même pas en... C'était la première école, quoi. Comment appelle-t-on ça, la première classe? École maternelle ou... École maternelle, oui. Voilà, exactement. Et à l'école maternelle, la maîtresse d'école nous récitait des fables de La Fontaine. Et elle nous avait récité la fable du loup, de l'agneau et de la chèvre, ou la chèvre et l'agneau plutôt, et qui devait montrer patte blanche pour ouvrir la porte. Et elle nous avait demandé de faire un dessin. Alors j'ai fait un dessin, bon, comme tous les autres petits copains, et puis elle a été étonnée de voir ce dessin. Elle m'a demandé de la suivre, et pour amener ça au directeur qui était son mari, et son mari m'a donné une boîte de crayons de couleur, qui était ma première boîte de crayons de couleur. C'était votre premier salaire, il faudrait que le dessin pouvait rapporter quelque chose. Exactement. Et qu'ai-je fait avec cette boîte de crayons de couleur? J'ai fait un dessin pour ma maman. Et ma maman m'a dit, c'est bien, mais pourquoi est-ce que tu as dessiné l'herbe rouge? Je dis, elle n'est pas rouge, elle est verte. Et c'est comme ça qu'on a appris que j'étais daltonien. Oui, oui. Et puis on le dit beaucoup, mais né avec 6 doigts à chaque main. C'était prémonitoire, oui, pour dessiner. Oui, et il paraît que les gens ont beaucoup de chance d'avoir 12 doigts. Mais moi, ce 12e doigt, je ne l'ai pas gardé longtemps. Quand j'ai eu un mois, ma mère a préféré me le faire enlever. C'était une attache qu'il y avait. J'ai encore des choses qui restent. Je ne sais pas si la caméra peut le voir. Oui, oui. C'est tout ce qui reste. Un souvenir. Un souvenir. Un souvenir. Et alors, il y a un frère tellement aimé, qui est là avec vous. Oui, mon frère Vous Bruno. dites à un moment, je l'aimais comme un père, plus que comme un frère. Oui, c'est vrai. Il était à la fois père et frère parce que mon père ne pouvait pas suivre mes cours, non pas mes cours de dessin, mes cours d'école. Et c'est lui qui le faisait. C'est lui qui m'indiquait je me rappelle les devoirs que j'avais à l'époque. En général, quand on a des parents qui connaissent un peu, il est plus facile pour eux d'indiquer à leurs enfants ce qui doit être fait. Et c'est lui qui a fait ce travail-là. Et c'est lui aussi, d'ailleurs,
Alors pour aller un peu plus loin, quand j'ai eu 14 ans, après mon certificat d'études primaires, il m'a dit, pendant les vacances, plutôt que de te voir traînailler dans les rues avec tes copains, je vais te présenter à une maison d'édition à Paris. À Bon, 14 ans, faut le À faire. 14 ans, oui. Alors il m'a emmené avec mes culottes courtes, que je portais encore des culottes courtes à 14 ans. Et puis, ça devait tenir les 2 mois des vacances, et ils m'ont gardé 1 an. Oui. Et donc déjà, c'est lui qui a dit il faut le faire, alors que les parents ne voulaient pas. Ça a été terrible. Mon père Il y comprenait a eu des pas. éclats de voix dans la famille. Oui, parce que quand j'ai désiré, j'ai laissé entendre à mes parents que je voulais faire ce métier. Mon père a commencé à se dire, ça y est, je perds un fils, parce que mon père espérait pouvoir avoir un enfant qui fasse le même métier que lui. Toujours la passion des pères de pouvoir monter un truc familial. Il travaille dans le ébéniste. bois, la menuiserie, Voilà, il deviendra luthier. Ensuite, il est devenu luthier peint, oui. Et donc, il était désespéré d'abord de me voir faire un métier qu'il ne comprenait pas. Parce qu'en Italie, la bande dessinée qui s'appelle les fumetti, c'est pas un métier connu. Et à l'époque, ça ne l'était pas non plus en France. Je dis souvent combien de gens, sachant ce que je faisais, me disaient « Ah, c'est vous qui faites ce truc-là ?» Je crois que c'était une machine d'imprimerie, moi, qui faisait les dessins. Pour vous dire que ça allait très loin. Ou alors on me disait « Bon, d'accord, mais votre vrai métier, c'est quoi ?» On était vraiment très, très en retard dans ce métier qui a fait son chemin après, bien sûr, et surtout grâce à Hergé, qui a fait connaître quand même ce métier. Et vous, la passion pour Walt Disney? Évidemment, d'abord l'envie de faire du dessin animé, vous allez en faire un petit peu, mais oui, ça n'aboutit pas. Disney était un moteur fantastique pour tous ceux de ma génération. Je parle de ma génération parce que j'ai bien connu évidemment Franquin, Peyo, Maurice, tous ces garçons qui ont un talent formidable. Et eux ont tous voulu travailler dans le film d'animation, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs. Et puis on s'est tous rendu compte que c'était pas un métier très sympathique, parce qu'on est sous la coupe d'un chef animateur qui vous implique une discipline, puis il faut faire énormément de dessins. Donc j'ai travaillé pendant 1 an dans un petit studio de dessin animé, puis que j'ai quitté, et tout naturellement, je suis tombé sur la bande dessinée. Ouais. Et puis, un autre aspect moins connu, la musique. Alors, la maman chantait des airs d'opéra à la maison, Oui, et parce le petit Albert aimait la musique classique. En Italie, elle m'expliquait qu'elle avait une grande sœur qui avait les moyens d'aller à l'opéra. Le cinéma n'était pas encore très à la mode là-bas, mais l'opéra, par contre, en Italie, tout le monde y allait. Et ma mère entendait sa sœur qui chantait, et elle apprenait les grands classiques. Les Rossini. Oui. Et quand elle chantait toujours un morceau de la vie de Bohème, je m'appelle Mimi, elle en avait les larmes aux yeux parce que en chantant, ça l'émouvait. Et ça m'a marqué. Quand je voyais ma mère chanter, ça me faisait un drôle d'effet. Et puis, voilà, c'était une mère extraordinaire. J'ai eu des parents fantastiques. Un père très sévère, qui était obligé de maintenir cette famille de 5 enfants, difficilement parce que la vie n'était pas rose, mais une mère qui, par contre, était d'une joie, qui était vraiment... je pense que si j'ai le sens de l'humour, ça vient de ma mère. Mais on a vu une photo, là, à l'instant, vous voyez, c'était avec votre père, vous jouez de l'accordéon. Parce que vous apprenez l'accordéon et puis vous allez vous produire avec lui dans des bals musettes. Pas avec lui, non, parce que lui, il a fait des bals musettes quand j'étais vraiment très, très petit. Il a abandonné après, mais il a voulu absolument que j'apprenne un instrument de musique. Et comme il avait le souvenir justement de ces bals musettes dans lesquels il a participé, il espérait pouvoir un jour travailler avec moi, faire un orchestre familial. Et donc il m'a demandé d'apprendre l'accordéon. Ça m'enchantait pas tellement. Mais bon, il a fallu que j'y passe. Et puis, il a aussi, je me souviens, il avait acheté un piano pour que mes sœurs apprennent le piano. Ça n'a pas duré longtemps. Et moi, l'accordéon, j'ai quand même persisté pendant un certain temps, qui m'a permis, à la Libération, avec des amis, de former un petit orchestre et de faire les bals populaires, parce que les bals n'étaient pas encore autorisés, mais il y avait des bals qui étaient organisés pour soutenir les familles
qui avait peu de moyens et tout ça. Et c'est vrai que des fois, vous alliez avec les copains, par exemple au Théâtre des Champs-Élysées, pour voir un opéra, vous achetiez des places pas chères et puis vous essayiez de vous glisser sur les places un peu plus chères que vous ne pouviez pas vous payer. Vous me parlez d'une aventure, c'est vrai. Et on vous a arrêté un jour, hein? Oui, on avait été voir, une troupe de l'Opéra de Milan qui venait pour jouer la Barbie de Séville de Rossini, et il passait qu'une soirée. Et on n'avait pas les moyens, évidemment, de prendre les places qui se trouvaient en dessous, et on était au Pisanier, vraiment. Et on s'est rendu compte, avant l'entracte, qu'il y avait des places libres. On s'est dit qu'on va le descendre et puis on va occuper ses places puisqu'il n'y a personne. Ouais. Et à ce moment-là est arrivé un monsieur qui nous a dit: Monsieur, vous n'avez pas du tout le droit d'être là. Mais on lui a dit: écoutez, on est des passionnés, ça ne coûte rien à personne puisque on n'a pas pris la place de quelqu'un. Alors il nous a convoqués dans son bureau, le directeur nous a convoqués dans son bureau, nous faire la leçon. Puis finalement, on a été convaincants, faut croire, puisqu'il a demandé à ce qu'on aille chercher des chaises pour les mettre dans l'allée. Oui. Il a été surtout touché par votre passion. Il a été touché par notre... parce qu'on était vraiment des gamins de Paris, mal fagotés, mais on devait choquer de voir ces jeunes dans les rayons où les gens bien étaient placés. Ouais. Et vous faites tous les boulots, même avec votre frère, vous allez être conducteur de chantier, parce que le dessin, ça ne fait pas vivre. Vous allez faire des luthiers, vous allez travailler avec votre père dans le bois. Oui, j'ai travaillé avec mon père dans les machines à bois. J'ai failli être chauffeur de poids lourd. Et puis au dernier moment, j'ai réussi, grâce à un monsieur qui m'a dit: mais pourquoi vous n'allez pas travailler dans la grande presse? Ce que j'ai fait, la grande presse pour nous, c'était la presse adulte. Et je suis allé au 100 rue au Mur, là où se trouvait François et surtout France Dimanche, où on a été convaincus que je pouvais certainement raconter, non pas de la bande dessinée, mais les événements un peu tordus qu'il pouvait y avoir. Parce que c'est incroyable, vous commencez avec les faits divers. Un peu bidonné d'ailleurs. Hein. Oui, parce que quand il y avait un fait divers, mais qu'on ne pouvait pas prendre en photo, c'était plus facile de demander à un dessinateur de le retracer. C'est tout ce que je faisais. Pas toujours, mais enfin souvent, c'était des choses qui venaient par une agence. Je me rappelle, je crois que c'est l'agence Reuters qui avait envoyé un truc en disant qu'en Russie, un homme avait combattu avec un ours, un grizzly. Bon, on ne connaissait pas du tout l'endroit, le nom. Ça me rappelle du journaliste qui a inventé le nom, qui a inventé l'endroit. Et moi, j'ai dessiné ça en toute quiétude. Mais c'est vrai que un jour, vous êtes allé assister à l'arrestation de Pierrot le Fou pour faire un dessin. Non, je n'ai pas assisté. Je suis allé le lendemain. Je suis allé au cinéma qui se trouvait rue de l'Opéra, avenue de l'Opéra, un cinéma qui peut-être existe encore, où Bornix a arrêté Pierrot le Fou. C'est drôle parce que j'ai connu Bornix par après. Quand je lui ai raconté ça, il était assez étonné. Et donc, faut croire que l'époque permettait des choses, parce que j'avais une petite voiture déjà à l'époque, et je me suis arrêté en face du cinéma, j'ai pris mon crayon et j'ai dessiné l'aventure du cinéma. Je pourrais plus faire ça aujourd'hui. Et vous aviez votre carte de journaliste. Vous étiez journaliste, vous. J'avais une carte de journaliste qui me permettait d'avoir des avantages extraordinaires. Ça existe moins que j'ai perdu depuis. Hein. Mais alors le dessin arrive, parce qu'on l'a dit évidemment, la Société parisienne d'édition. Et puis bon, il y a le passage de la guerre, le dessin animé. Mais à un moment donné, ça y est, on vous demande. Et là, il y a les premiers salaires. Votre père est impressionné. Oui, alors c'est une aventure encore que je trouve extraordinaire parce qu'elle ne pourrait plus arriver aujourd'hui. Moi, je trouvais du travail en lisant les petites annonces. Et dans un journal, j'ai lu une annonce, justement, d'une grande maison d'édition qui demande de faire un concours de bande dessinée. Je fais ce concours et on m'a dit: monsieur, vous avez été choisi parmi tous les gens qui se sont présentés. Et cette maison d'édition, qui s'appelait les éditions du Chêne, faisait un petit fascicule de 12 pages. Donc les couleurs étaient uniquement pour la couverture, le reste était en noir et blanc. Et on me dit: voilà, vous serez payé 5 000 francs. Et ils ne me disent pas si c'est la page ou le... Je ramène ça chez moi, je dis à mon père: tu vois,
5 000 francs. Et qui 5 000 francs quoi? Il y avait un sens pratique. C'est l'album ou c'est la page? J'en sais rien. Va demander. Je suis retourné chez l'éditeur, très intimidé, en disant je suis désolé, mais je n'ai pas très bien compris, c'est quoi? Mais c'est la page, bien sûr. Alors là, quand j'ai dit à mon père que j'avais 5 000 francs la page, là, il s'est dit oui, ça y est, alors c'est un métier extraordinaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ça ne serait plus jamais payé comme ça. Alors évidemment, il y a la rencontre avec Calvo qui compte beaucoup pour vous, grand dessinateur. Oui, vous allez travailler à ses côtés, il va vous apprendre beaucoup de choses. Calvo demeurait porte de Montreuil, au square du Périgord, je me souviens encore très bien du nom. Et moi, je demeurais rue de Montreuil dans le 11e. Or, l'éditeur me disait Calvo est en retard dans son travail, va ce week-end chercher la planche qui manque. Je ne disais pas évidemment que c'était loin de chez moi. Je prenais le métro et j'allais chez Calvo et je regardais Calvo finir sa planche. Il était d'une gentillesse extraordinaire. Il m'installait à côté de lui, petit gamin de 14 ans, et puis je le voyais travailler. J'avais pas des yeux assez grands pour le regarder. Et je ramenais chez moi donc son original que je regardais. Alors là, posément, j'avais tout mon temps. Puis je le ramenais le lundi après chez l'éditeur. Et c'est comme ça que j'ai connu un des plus grands de l'époque. Calvo était un homme merveilleux, d'une gentillesse et d'une simplicité formidable. Un très grand bonhomme. Ouais. Les influences, il y a Albert Dubout aussi, parce que c'était évidemment le dessin, la dynamique de l'époque. Oui, mais je n'ai pas connu Dubout, parce qu'il travaillait dans un autre rayon que le mien. Ouais. C'est pas de la bande dessinée. Les Disney, évidemment, toutes ces influences. Et à un moment donné, avec des personnages, vous commencez à créer votre style, la dynamique, le gag, le mouvement. Oui, je vous dirais d'abord que je travaillais sur des choses qu'on me commandait, parce qu'il fallait bien vivre. Et c'était très difficile de trouver du travail. Et donc, quand ils me demandaient de faire un dessin réaliste, je me mettais à faire du dessin réaliste que je n'avais jamais fait. Donc, on voit d'ailleurs, quand on voit la reproduction, j'ai un peu honte aujourd'hui, mais moi j'étais fait surtout pour le comique. Et tous mes personnages étaient déjà personnages et des gros nez. Vous aimez bien ça, hein, les contrastes sur les personnages, hein, qu'il y ait des contrastes de ton. On me dit que ça vient d'un goût que j'avais. Le premier métier que j'aurais voulu faire, c'était le métier de clown. Et pas n'importe quel clown, c'est pas le clown blanc, moi c'était l'Auguste, le grotesque. Et j'avais vu des affiches dans ma banlieue, des affiches du cirque Bouglione quand il passait, et les affiches montraient les Fratellini qui étaient très connus à l'époque, dont le clown le plus grotesque s'appelait Albert, avec mon prénom en plus. Et alors je m'étais assimilé à ce clown, et je voulais devenir clown, et je faisais le clown avec mes petits copains, ça devait voler bas, mais enfin bon. Bon, heureusement, ça m'a quitté, mais j'ai rencontré un jour Zavata, ce grand clown extraordinaire. On s'était retrouvés sur une émission de télé et il m'avait fait un plaisir énorme. Il m'avait dit, finalement, tous les deux, on fait le même métier. C'est beau. C'était très beau et j'ai retenu ça comme un éloge extraordinaire. Alors évidemment, dans ce premier volume de ces 10 années de travail, de création, du début donc d'Albert Uderzo, on y trouve, et les auteurs le disent parfois, évidemment, on raconte que la Bretagne, pendant la guerre, vous avez découvert la résistance des Bretons contre l'envahisseur, et qu'ensuite, évidemment, dans vos personnages, on va avoir des personnages un peu musclés, ou voilà, qui arrivent sans potion magique à faire des choses. Oui, je ne sais pas s'il y a un rapport avec ça, mais en tout cas, il y a déjà le fait de placer le village. René Goscinny m'avait dit, j'avais dit, où veux-tu que je place le village? Il m'avait dit, où tu veux, à partir du moment où ils sont en bordure de mer, ce qui me permettra d'avoir plus de facilité pour les faire voyager. La seule mer que je connaissais, c'était la Bretagne, puisque je suis resté 3 à 4 ans pendant les années sombres de l'occupation en Bretagne pour pouvoir me nourrir, parce qu'à Paris, vraiment, on crevait littéralement de faim. Et cette Bretagne m'avait marqué par ces paysages, d'une part, par les gens qui y vivaient. Les Bretons, j'adore toujours les Bretons d'ailleurs. Puis j'ai connu les Bretons dans une époque très particulière où j'ai connu des gens extraordinaires qui ont passé. J'en connaissais un qui s'appelait Robert, on ne connaissait que son prénom. Son rôle était de récupérer les aviateurs américains ou anglais qui atterrissaient en parachute parce que l'avion avait été abattu en vol. Et il les habillait en civil et puis il leur faisait passer le bras de Manche pour retourner en Angleterre. Et j'ai connu ce garçon-là, et je l'ai connu surtout quand il s'est fait prendre
par la milice de Pétain et on a pu entendre parler de lui après. C'était très triste. Mais des gens formidables. Le courage. Le courage, finalement, oui. même dans vos personnages, cette valeur, elle est là, elle est présente. Le courage, la dignité. Oui, je ne sais pas si on l'exploite véritablement. J'espère qu'on exploite surtout le côté humoristique et le côté drôle. Mais bon, le courage, évidemment, pour ces Gaulois qui résistent encore toujours à l'envahisseur. Oui. Ça, c'était une grande idée de René Goscinny, ce grand bonhomme qui nous a quittés maintenant, ça va faire 35 ans, et qui a marqué ma vie d'une façon extraordinaire, qui est pour moi toujours en moi, et il est toujours présent. C'est un humoriste extraordinaire, fantastique, laborieux et qui faisait énormément de choses. Il ne prenait jamais de vacances, il ne prenait même pas de dimanche. Lui, son plaisir, ses vacances, c'était de travailler, de créer des scénarios. Il serait heureux, René Goscinny, de voir, voici l'album du prochain film, il serait très Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, évidemment adapté de 2 ouvrages que vous avez écrits ensemble, enfin, oui, les Bretons et les Normands. Et le scénario. Et bon, il y a les rééditions de tous ces albums avec de nouvelles couvertures, chez les Bretons notamment, donc adaptés au cinéma. Les grands Bretons. J'allais presque dire, Albert Uderzo, de tous ces souvenirs, de cette enfance, de ce petit gamin qui dessinait sur ses cahiers d'école, qui dessinait même à l'armée, pour faire des diplômes de l'armée, qui faisait toutes sortes de choses qu'on a retrouvées, qui sont dans ces ouvrages. Oui, oui. Et il est remarquable. Resté... Le travail qu'ils ont fait, on peut en parler. Ouais. C'est un travail remarquable parce que ça demande d'abord un courage, une ténacité et un savoir-faire. Ouais. Parce que reprendre des dessins qui sont passés il y a 60 ou 65 ans, dans des journaux qui sont quasiment illisibles aujourd'hui, c'est quand même un très gros travail. Mais quand Astérix et Obélix sont devenus des personnages universels, il reste au fond ce petit gamin venu d'Italie avec ses parents, de toute cette histoire que vous nous avez racontée, et qui croyait finalement... Oui, à la force de l'artisanat. Ne dites pas ça en fonction de mes origines, parce que mes origines ne me permettent pas de taper sur la tête de mes ancêtres. Les Romains, par contre, vous savez qu'à Rome, nous ne sommes pas tellement bien vus. Non, mais par contre, Oderzo, c'est une ville qui existe, qui a été envahie par les barbares. Oui, absolument. C'est quand même, ça rappelle des trucs, ça. Oderzo, c'est une ville d'Italie, du nord de l'Italie, qui a été créée par les Vénètes. Les Vénètes est une tribu celtique qui s'est à la fois installée dans le nord de l'Italie, qui a donné d'ailleurs la Vénétie actuelle, Venise et Vérone. Ça rappelle un scénario d'Astérix, ça, attendez. Et puis la Bretagne, les Vénètes étaient en Bretagne également. Donc je me défends toujours en me disant, quand on me dit quand même t'as pas honte de traiter tes anciens comme ça, je dis mais moi mes anciens c'était des Vénètes, des Gaulois. Et on dit je me rattrape comme je peux. On dit que le seul survivant, et dans l'imaginaire ça pourrait être vous, de cette cité envahie par les barbares d'Oderzo. On dit comment on va l'appeler parce qu'il ne connaissait pas son nom, et on dit on va l'appeler Oderzo ou Uderzo. On ne sait pas, il y a eu une déformation parce que le U se prononce OU en italien, alors de OU à O, il y a une petite différence. On ne sait pas du tout, mais l'histoire qu'on se raconte dans la famille depuis le 5e siècle où se serait passé cet événement, l'écrasement de cette ville, on ne sait pas si c'était les Huns ou les barbares lombards, on ne sait pas. Et le seul survivant était un bébé qui évidemment n'avait pas la parole, ne pouvait pas dire d'où il venait. Et ce sont des drapiers de Trévise qui l'ont découvert et qui lui ont donné le nom de Uderzo ou de Oderzo. Enfin bon. C'est vous, Albert. C'est une belle histoire comme celle de votre vie. Voilà. Merci, Albert Uderzo, merci de venir témoigner comme ça de ce parcours, de ce dessinateur merveilleux qui donne tant de bonheur à tous ses lecteurs et depuis si longtemps et que nous aimons. Merci, Albert Uderzo. Merci à vous.